C'est sûr. C'est parti. On est au Madison Square Garden, la pesée cérémoniale vient juste de se terminer, donc ça nous donne une idée un peu des gabarits des combattants après cette pesée qui a eu lieu ce matin, cette pesée officielle. Je vous rappelle, il ne monte ici sur la balance que pour le show et pour surtout que les fans puissent déjà voir, découvrir les combattants qu'ils verront samedi soir. C'est d'ailleurs le premier vrai face-à-face entre les fans et les combattants et on a vu que les fans sont venus en masse pour cette soirée et on a pu mesurer un peu la popularité de chaque combattant. Oui, alors on a vu la popularité et puis surtout on a ressenti, moi ce qui m'a intéressé c'est vraiment sentir la popularité qu'avait Benoît et son adversaire. Bon, il a été un peu hué, faut être honnête. Normal. Mais moi je pense qu'il va conquérir le cœur des Américains samedi soir. Je sais pas si ça t'impressionne si on fait ça. Matt Frévola, pardonnez-moi, je viens de descendre de l'avion, qui nous tente un peu un look à la Conor McGregor avec sa barbe un peu rousse, avec ses cornes roses. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Taylor. On sent un petit antagonisme, c'est-à-dire qu'au niveau de l'applaudimètre, c'est quand même ce combat entre Benoît Saint-Denis et Frévola qui a fait le plus de bruit à mon sens par rapport aux antagonismes. Et on a vu un Benoît comme d'habitude avec ses yeux exorbités, là, qui reste froid, qui reste impassible. Je pense que quand on est un adversaire désormais de Benoît Saint-Denis, on doit se poser plein de questions. Il me semble d'ailleurs que Frévola c'est le dernier combattant new-yorkais qui est apparu sur cette pesée, puisque tous les combattants qui sont arrivés après, c'est des combattants étrangers. D'ailleurs c'est assez étonnant pour être souligné, on a un UFC au Madison Square Garden, et sur les deux têtes d'affiche de la soirée, il n'y a pas un combattant américain. Écoute, surtout c'est le melting pot à l'américaine, là on l'a vu, il y avait beaucoup de Brésiliens. Moi j'ai rencontré un monsieur qui est venu pour Jiri Prochaska depuis la République tchèque. C'est ça aussi New York, c'est ce côté cosmopolite, donc c'est une façon de rassembler tout le monde. Finalement, tu vois, moi hier jusqu'à 2h du matin j'étais en train de commenter un événement, je suis monté dans l'avion, il y a une certaine proximité avec New York, c'est un peu la capitale du monde et c'est la mecque des sports de combat ici au Madison Square Garden, donc ça permet d'avoir toutes les populations, beaucoup de Brésiliens qui viennent, des gens d'Europe centrale et finalement tu l'as dit, assez peu de ricains parce que c'est une ville cosmopolite. C'est exactement ça, Taylor. Donc nous on était surpris lors de la conférence de presse parce qu'il n'y avait pas de public, donc on a eu du mal à mesurer un peu l'impact de cet événement sans Américains. Alors attention, on a C'est trop important pour lui, il faut passer. Maintenant, même s'il n'y a pas d'Américains, on a pu le vérifier, le public a quand même choisi ses favoris dans les deux têtes d'affiche de la soirée. On va parler tout d'abord du co-main event, Thomas Spinal contre Sergey Pavlovich. Je pense que c'est assez simple à deviner qui le public va soutenir pour ce combat. On l'a senti, c'est Thomas Spinal le favori du public. Il a tout simplement été encouragé. Et puis de l'autre côté, Sergey Pavlovich était pas mal hué quand même sur cette pesée. Donc je pense que dans le cœur des fans et des Américains, c'est Thomas Spinal le favori. Et puis surtout, on a noté qu'il y avait des fans anglais dans la salle. Donc ça joue peut-être un petit peu. Alors est-ce qu'il joue également le fait que sur la promotion de ce combat, on ait beaucoup vu Thomas Spinal? Et l'idée, c'est un peu Thomas Spinal, le génie de la catégorie poids lourd, qui va affronter le monstre. C'est ça. C'est un peu ça. Alors ça a été dit à plusieurs reprises pendant la conférence de presse, l'homme le plus effrayant, j'ai envie de dire, de l'UFC. C'est un petit peu comme ça qu'on nous explique ce combat. Le génie des arts martiaux contre le monstre de la catégorie heavyweight. Alors, il y a la langue aussi, Antoine, mais ce qui m'a frappé aussi, c'est, on en parle souvent, mais du body language. On s'était posé la question avec Cyril Gane face à Francis Ngannou, puis derrière face à John Jones, si le côté un petit peu en dedans de Cyril, parce qu'il est comme ça et qu'il ne fallait pas qu'il force un petit peu la nature, allait lui faire perdre un petit peu le combat avant l'heure. Moi, de ce que j'entends d'Aspinall hier à la conférence de presse qui dit il y a plus de puissance en face alors que c'est lui le plus lourd, de ce que je viens de voir là, il applaudit Pavlovich qu'on n'a absolument rien à faire. Lui, il est juste là pour faire le job et on le sent un peu tête baissée. Dans les indications de la Fight Week, Aspinall perd la conférence de presse, Aspinall perd la pesée cérémonielle. Il se met dans la peau du petit pousset. Je ne sais pas si c'est délibéré, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent. Alors c'est marrant parce que c'est exactement la question que j'allais te poser. Nous, on était présents à la conférence de presse et on a eu le sentiment, franchement, avec Taylor, on misait plutôt sur Aspinall. Ça se ressentait aux images. Mais en voyant les deux hommes face à face et les réactions surtout d'Aspinall et de Pavlovich, on s'est dit Pavlovich, il y a quelque chose, il fait vraiment peur, il fait peur à tout le monde, même à Aspinall. Maintenant, la difficulté, c'est que Pavlovich a aucune réaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, il est très froid, très. On pourrait traduire, voilà. Et donc, il est très froid et c'est vrai qu'Aspinall nous a donné un peu l'impression mentalement de ne pas être vraiment sûr de lui, c'est-à-dire qu'il a beaucoup parlé du fait qu'il a vécu finalement que 2 semaines de préparation. Après il a dit non, en fait finalement j'en ai eu qu'une parce qu'il y a eu une autre semaine qui était pour la promotion. Ensuite il y a eu pas mal dans son discours, voilà, on a senti qu'il y avait peut-être
un peu moins de confiance qu'à l'accoutumée chez Thomas Pinal. Voilà, bon, on vient de les voir tous les deux à la pesée, c'est deux beaux bébés. Les gabarits sont quasi similaires. Maintenant, il y a une différence majeure entre deux, c'est qu'ils n'ont pas eu le même temps de préparation. Et ça peut être important, non? Totalement. C'est-à-dire que, rappelons-le, Sergey Pavlovich était le remplaçant officiel pour ce combat-là. Donc il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse qu'il s'était préparé pour John Jones, qu'il s'était préparé pour Stipe Miocic et maintenant il se prépare pour Thomas Pinal. Donc lui, il sera prêt. C'est un tout petit peu moins chiant pour les poids lourds. Il n'y a pas la notion de perte de poids. Donc tu as uniquement l'entraînement. Et puis il nous dit à Spinal qu'il est prêt depuis un moment. Le seul truc, c'est que finalement, face à Tibouran, on ne sait pas ce qu'il a donné. Il a combattu en 2 minutes. Le vrai test, il sera là. Si ça dure plus de 2 minutes. Non, c'est un test aussi pour Pavlovich. Je vous rappelle que Pavlovich a remporté tous ses combats à l'UFC dès le premier round. Il a d'ailleurs, les deux hommes se battent pour avoir le plus court temps de combat à l'UFC. Donc ce sont deux phénomènes. Et bien sûr, à la clé, il y a une ceinture de champion par intérim. Ma théorie, c'est que Cyril Gane est en pole position pour affronter l'un des deux par la suite. Alors ça peut être le gagnant, ça peut être le perdant. Je ne sais pas comment l'UFC va voir ça. Mais en tout cas, on aura un nouveau champion. Et je ne suis pas sûr non plus que John Jones remette sa ceinture en jeu contre le vainqueur de ce combat, sachant qu'il a son combat contre Miocic qui est prévu. Donc peut-être que ce champion-là, qu'on va avoir samedi, deviendra par la suite le champion incontesté de la catégorie. Et surtout, alors le champion incontesté de la catégorie, oui, peut-être, mais je pense qu'il y a de fortes chances, encore une fois, comme tu l'as dit, qu'on ait possiblement le vainqueur. Moi, je vois le vainqueur de ce combat-là qu'on pourra avoir contre Cyril Gane, clairement. Parce que je ne vois pas forcément John Jones revenir tout de suite et faire un combat contre Stipe Miocic. Donc, à mon avis, on va continuer de faire avancer la catégorie. Et je pense que le prochain combat du vainqueur du combat qu'on aura demain soir sera opposé à Cyril Gane derrière. Antoine, c'est pas un combat pour le titre, Jones Miocic, c'est un combat Hall of Famer. Stipe Miocic a dit mais moi j'étais prêt, pourquoi on ne me fait pas affronter Pavlovich? Dana White lui a dit clairement non, tu restes dans le formol, t'attends 8 mois, vous ferez votre beau jubilé et on verra pour la suite. C'est très clair là. Il y a en ce moment, et on le voit dans plein de catégories, vraiment un changement de tranche d'âge. Avec tous ces hommes qui ont plus de 35 ans, il y a eu une apogée, et là il y a un second souffle, c'est pas mal incarné par et les poids lourds et les mi-lourds. D'ailleurs, j'allais y venir avec ce main event, bien sûr, très attendu également. Alex Pereira, l'ancien champion des poids moyens, donc des moins de 84 kg, qui va affronter Jiří Procházka, qui est l'ancien champion de cette même catégorie, la heavyweight, moins de 93 kg. Là aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, clairement, on l'a pu le vérifier lors de cette pesée, le public est derrière Alex Pereira. Totalement. C'est-à-dire qu'il est rentré. Lui, pour le coup, on aurait pu penser qu'il est américain. C'est-à-dire qu'il est rentré, il y a eu beaucoup d'engouement. Pourtant, il ne parle pas anglais voilà, du tout. Il n'a pas dit un mot d'anglais. Je ne sais même pas s'il a dit thank you, pour vous dire. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'engouement sur Alex Pereira. Maintenant, on comprend quand on voit la carrière qu'il a eue à l'UFC, les combats qu'il a fait. Enfin, si on rappelle les stats de Alex Pereira, elles sont juste hallucinantes. Donc je pense que ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. Maintenant, il aura quand même un gros combat, il faut se le dire, parce que Jiří Procházka, ça va pas être simple. Derrière nous, Alex Pereira, en ce moment même d'ailleurs, on peut voir. avec ses couleurs indigènes. C'est le samouraï des steppes contre le guerrier indigène. On pourra faire tous les superlatifs et toutes les comparaisons qu'on veut. Moi, je garderai mes questions pour vous deux demain, mais c'est sa maison, le Madison Square Garden, Alex Pereira. Je veux dire, c'est son 3e combat en 2 ans ici. Il commence à être connu. On va avoir Costa sur la carte, on va avoir Diego Lopez, ces Brésiliens qui se sont entraînés notamment au Mexique. J'aimerais bien avoir votre avis demain sur l'émergence du Mexique aussi. Avant, c'était tabou, il fallait faire uniquement de la boxe. On voit plein de Mexicains qui font des arts martiaux mixtes maintenant. Donc il y a pas mal d'acquaintances comme ça entre le Mexique et le Brésil. Et une fois encore, effectivement, on sent qu'ils sont venus en nombre. Et puis Jiří, un an d'absence quand même. Il faut qu'il revienne. Pas mal d'inconnus là aussi. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même, parce que Jiří Procházka, c'est un personnage. Et je ne sais pas si vous le voyez, lorsqu'il rentre sur cette pesée, on a l'impression qu'il est habité, un peu comme Benoît d'ailleurs. Je le trouve habité, cet homme. D'ailleurs, je te l'ai dit, pendant la pesée, je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il est complètement habité, Jiří Procházka, que ce soit dans sa démarche, dans son regard, dans tout ce qu'il a transporté comme énergie. Et moi, je pense que ça peut faire la différence. C'est flippant, Taylor, d'avoir un mec comme ça quand tu es en face, parce que tu sais pas sur quoi t'appuyer finalement. Tu te dis, j'ai un barjot en face. C'est ça. On se dit, mon adversaire a l'air dingue, quoi. Qu'est-ce qu'il va proposer? Il a un style qui est totalement unique. Donc, pour préparer un combat contre ce genre d'adversaire, je vous laisse, clairement, je vous le dis, c'est impossible. Donc, à mon avis, il y a du boulot des deux côtés. C'est-à-dire que c'est un combat très, très, très équilibré. D'ailleurs, on a vu, les bookmakers ne savaient pas vraiment comment se prononcer sur ce combat-là. Donc, moi, voilà, j'ai hâte de voir ce main event. On a un beau main event et ils vont en découdre, clairement. Et la houppette, tu sais, façon Bushido, je vais passer la nuit à essayer de m'entraîner. J'ai essayé d'écouter comment prononcer Sean Magay. On va pas essayer.
Voilà, donc il y a vraiment 3 combats qui nous intéressent particulièrement sur la carte de cette UFC 295. Et ce que je trouve intéressant, c'est ces 3 combats qui proposent du 109 dans 3 catégories différentes. Donc là, on aura des combattants qu'on reverra par la suite, qu'on verra pendant de longues années, que ce soit Prochaska, Pereira, que ce soit Aspinal ou que ce soit Pavlovich. C'est des combattants qui vont durer. Ils sont encore, je crois qu'ils sont au meilleur de leur forme actuellement. Hein. C'est pas le slogan d'ailleurs, RMC écrit l'histoire du MMA, c'est ce qui est en train de se passer. C'est exactement, c'est exactement ça. On se retrouve demain, vous le savez, UFC 295, je pense qu'on attaque dès la carte préliminaire, hein, il me semble, sur RMC Sport. Derrière la carte principale, je vous rappelle que Benoît Saint-Denis est sur la carte principale. Ça fera 9 combats au total, 2 ceintures qui vont être remises en jeu. Donc soyez au rendez-vous, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain pour cette UFC 295 en direct du Madison Square Garden de New York.